Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Donc, on est vraiment ravis de faire ce webinaire aujourd'hui. Donc, il y a déjà 45 personnes en ligne. On va attendre un très court instant que d'autres participants se connectent. Vous avez donc sur la partie de droite un chat participant. Je vous invite à mettre un petit message pour dire que vous êtes présent. Le chat participant, c'est aussi le lieu pour poser voilà, ses réflexions et ses questions. On aura 2 courts temps d'échange pour y répondre aujourd'hui, puisque notre webinaire comporte 2 parties, une partie comprendre et du coup une partie pour agir. On sera également accompagné de Tanguy, qui sera donc l'assistant Webikeo. Si vous rencontrez des difficultés techniques, il sera là pour nous aider à retrouver une connexion si ça fonctionne plus bien. Et puis, je pense que sans attendre, on va démarrer. Donc, je me présente, je suis Camille Timmerman, je suis consultante au sein du cabinet Assenis et collègue de Noémie, donc Noémie Royer, directrice de l'expérience collaborateur chez Assenis Conseil. Et donc, le sujet qui va nous animer aujourd'hui, c'est celui qui est affiché à l'écran. Donc, c'est le titre de notre webinaire. C'est donc expérience collaborateur en temps de crise, comprendre pour agir. Je vais te laisser du coup démarrer. On est voilà 10h32. On peut démarrer sereinement. Ça marche, merci beaucoup Camille. Bonjour à tous, ravie d'avoir ce temps d'échange avec vous, alors qu'il sera un temps de présentation, mais aussi, j'espère, un temps d'échange. En tout cas, on l'a structuré de cette manière-là. Merci aussi de votre présence et de votre intérêt pour le sujet. Comme l'a dit Camille, on a bâti ce webinaire en 2 temps, qui étaient d'ailleurs dans le titre, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme élément pour comprendre aujourd'hui ce qu'il se passe et les effets de ce qu'il se passe sur les attentes de vos collaborateurs. Et puis, une fois qu'on a compris ça, évidemment, ça apporte des éclairages pour ensuite regarder comment amender, ajuster, réorienter vos actions afin de mieux répondre aux attentes, ou en tout cas de couvrir aussi de nouvelles attentes qui ont pu surgir ces derniers temps. Et sur ce sujet-là, je vous donnerai quelques exemples de la façon dont justement on aide nos clients à réorienter ou à ajuster toutes les politiques en lien avec l'expérience collaborateur. On l'a formulé comme ça, en lien avec l'expérience collaborateur, parce que, mais vous le savez, j'imagine aussi bien que moi, une politique RH quasiment quelle qu'elle soit, mais aussi une politique RSE, mais aussi une méthode managériale ou des méthodes collaboratives ont évidemment un effet sur l'expérience collaborateur. Donc, il est intéressant d'englober tout ça. Donc voilà, on va se faire ça en 2 temps, avec un premier temps qui est donc qu'est-ce qu'on peut comprendre de la situation actuelle et qu'est-ce que notamment il faut qu'on regarde si on se place sous l'angle des crises que nous vivons et des effets qu'elles ont sur nous, donc sur nous en tant que collaborateurs, donc sur nos entreprises. J'ai retracer pour rentrer dans le sujet, il m'a semblé utile de retracer un peu ce qu'on appelle les crises, et surtout de vous donner à voir, de nous donner à voir que quand on parle de crise, globalement, on a en tête ce qui se passe, on va dire depuis les gilets jaunes, mais au moins depuis la crise sanitaire. Or, il est intéressant de regarder, et à mon avis, c'est ça aussi qui fait que les effets aujourd'hui des crises actuelles sont d'autant plus importants. Il me semble intéressant de regarder qu'en fait, depuis le début du XXIe siècle, nous connaissons une succession de crises. Alors, j'en ai listé certaines qui ont eu des répercussions extrêmement importantes. Vous voyez que c'est très occidental comme point de vue. Voilà, mais on réfléchit aujourd'hui
essentiellement à l'expérience collaborateur, on va dire européenne, voire francophone. Donc j'ai pris ce parti-là. Mais de notre point de vue à nous, d'occidentaux, vous voyez que nous avons vécu une succession de crises avec des répercussions mondiales depuis le début du XXIe siècle, et que, de mon point de vue, ça, c'est une première chose qui change la donne. C'est-à-dire que, évidemment, que les dernières crises que nous vivons, nous les vivons dans un continuum de 20 ans marqués de crises de forte ampleur. Ça, c'est la première chose que je voudrais évoquer avec vous concernant justement le temps dans lequel nous sommes, et puis attirer peut-être votre attention sur quelques éléments caractéristiques de ces crises-là. Gardez en tête, typiquement, on va y revenir tout à l'heure, mais le World Trade Center et la crise financière, qui sont deux crises qui ont modifié singulièrement notre rapport à la crédibilité de la parole officielle. J'y reviendrai tout à l'heure, mais donc gardez en tête que ces deux premières crises, elles ont eu ça comme effet. Je pense que ce qui est intéressant aussi sur cette crise-là, c'est de voir comment avant, il y avait un peu de répit quand même entre les crises. Encore une fois, on est d'un point de vue occidental, hein, parce que d'autres lieux sur la planète n'ont pas eu ces temps de répit, mais de notre point de vue d'occidental, au début du siècle, il y avait quand même un peu de répit entre les crises. Là, ce qu'on voit, c'est que depuis 2019, les crises s'enchaînent et que par ailleurs, elles ont, que ce soit la crise des Gilets jaunes, que ce soit la crise de la Covid ou que ce soit la guerre en Ukraine, ce sont des crises qui étaient totalement inattendues. C'est-à-dire qu'à aucun moment, avant que ces crises surviennent, on imaginait, ou en tout cas, nous, grand public, nous avions conscience que ce type de crise pouvait intervenir, y compris les Gilets jaunes, qui étaient une forme de revendication sociale tout à fait nouvelle et qui a été à ce moment-là extrêmement surprenante. Donc, on a aussi ça qui est intéressant de noter sur les 3 dernières crises que nous avons vécues là depuis 2019. Et puis, bien sûr, la succession de catastrophes climatiques, là encore en Europe, hein, mais qui du coup rapproche de nous les effets des changements climatiques, et dont là on sait que pour le coup, on sait dater quand est-ce que ça a démarré de manière extrêmement visible et tangible chez nous en Europe, et on sait tout aussi bien que, en tout cas pour l'instant, si tant est qu'il y ait une fin, on n'en connaît pas la fin de ces crises-là. Donc voilà, je vous propose de conserver ces éléments-là comme étant ce qu'on va appeler les crises du XXIe siècle, pour regarder ensuite quels effets elles ont sur nous en tant qu'individus et donc sur nous aussi en tant que collaborateurs. Je voudrais ajouter un point par rapport à ça pour décrire un peu, j'allais dire, le moment complet dans lequel nous nous trouvons. Ces crises-là sont combinées à ce que j'ai appelé une double révolution médiatique et sociale. Je vais essayer d'être un peu plus concrète que ça, qui démarrent toutes les deux en 2005. Une qu'on a un peu oubliée, qui est que 2005, c'est le démarrage de la TNT en France. Et puisque j'ai vu qu'il y avait au moins une personne de Suisse, bonjour, bienvenue. Je vous ferai le lien avec ce qui se passe en Suisse. Mais en tout cas, en France, 2005, c'est le démarrage de la TNT, ce qui veut dire que les chaînes d'information en continu existaient déjà avant, mais qu'elles avaient des audiences très réduites, et que là, tout à coup, depuis 2005, nous avons 3 puis 4 chaînes qui, en permanence, diffusent de l'information et aussi sont en recherche d'actualité, en recherche d'événements sensationnels et aussi en recherche de buzz, ce qui évidemment modifie aussi notre rapport et notre connaissance des crises et notre rapport aux crises. 2005 aussi, je date de 2005 le démarrage, alors non pas des réseaux sociaux dans un premier temps, mais ce qu'on a appelé l'internet social, j'y reviendrai, mais 2005, si vous vous en souvenez, c'est l'année du référendum sur la Constitution européenne, qui est aussi le premier moment où des débats se sont tenus sur Internet en contradiction avec les débats qui se tenaient dans des sphères plus officielles, dans les médias plus traditionnels. Et
un certain nombre d'experts identifient que ça marque vraiment un changement fort 2005 de ce point de vue-là, dans la place d'Internet sur la façon de produire, partager son opinion et donc se forger aussi soi-même son opinion, qui est que, alors 2005 c'était dans les forums et puis maintenant on connaît bien le phénomène des réseaux sociaux, mais c'est à partir de ce moment-là que chaque individu, chaque citoyen a commencé à se forger son opinion en allant chercher des informations ailleurs que dans les médias traditionnels ou auprès des autorités qui jusqu'alors étaient reconnues pour transmettre de l'information. En tout cas, cette révolution-là, elle produit deux effets. Le premier que j'ai évoqué, qui est qu'effectivement, globalement, tout nous est donné à voir et que ça nous est donné à voir en continu, et je rajouterais même en simultané. Et deuxième changement produit qui est important, c'est que dorénavant, chacun peut à la fois produire son propre contenu et puis le partager très largement. Donc voilà, si je devais dresser un panorama de les crises et puis aussi notre façon de les recevoir et de les partager ou en tout cas de se forger une opinion à propos de ce qui se passe et de proposer aux autres notre opinion, je le résumerai bien comme ça. Ce qui veut dire que, là encore, je reste au niveau de l'individu, du citoyen. Évidemment, une fois qu'on a dit ça, on voit bien comment les portes des entreprises n'étant, Dieu merci, pas étanches, on voit bien comment ça va aussi avoir des effets dans les entreprises pour les collaborateurs et que donc c'est à partir de ça que les entreprises ont intérêt à réfléchir à la façon de répondre aux nouvelles attentes, voire aux nouvelles inquiétudes de leurs collaborateurs. Première chose que j'ai appelé le retour du destin. Avant la crise du Covid, je vais le caricaturer un petit peu, hein, mais avant la crise du Covid, on commençait à entendre sur des plateaux de télé, dans des TEDx, etc., que l'immortalité n'était plus très loin. Là, ce que cette crise-là nous enseigne notamment, c'est que nous ne sommes pas, en tant qu'individus, seuls maîtres à bord et uniques maîtres de notre destin. Et ça, ajouter à ce que je vous évoquais des 3 dernières crises survenues qui étaient vraiment très inattendues, c'est-à-dire qu'une guerre en Europe, une crise sanitaire d'ampleur mondiale et même une nouvelle forme de revendication, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Donc ce côté très inattendu, très nouveau de ces crises-là fait que nous sommes tous un peu baignés dans une forme d'incertitude importante, qui est de l'anxiété aussi parce que d'une certaine façon, nous ne nous sentons pas à l'abri de tout un tas de choses qui pourraient survenir, qu'on n'attend pas, pardon, et qui pourraient venir à nouveau bouleverser nos vies. En lien avec la fatigue, hein, parce que forcément, le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir être tranquille quant à l'avenir, nous met en stress, nous met sur le qui-vive et donc produit une fatigue nerveuse qui est importante. Ébranlement des convictions, ça je l'ai évoqué, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, nous étions dans une période où revenait beaucoup le quand on veut, on peut, revenait beaucoup le fait que ça y est, l'humain avait dépassé un certain nombre de choses et que maintenant on pouvait viser à l'immortalité. Enfin voilà, on était vraiment dans une ambiance de pleine maîtrise de notre sort d'humain et donc ces convictions-là ont été assez significativement déstabilisées. Et puis un changement fort dans le rapport au temps, bien sûr, parce que si je ne peux pas savoir de quoi demain sera fait, et si je ne peux pas être confiant dans l'avenir, évidemment que du coup, ce qui se passe aujourd'hui a d'autant plus d'importance pour moi. Je vous fais une petite précision. Vous voyez 2 vignettes là. Vous avez à votre disposition dans la salle ce support en téléchargement avec des liens et des petites vignettes supplémentaires. Notamment, vous voyez, cette vignette là, c'est une diapo que vous trouverez dans le support et dans lequel je vous donne un peu plus d'explications, notamment sur ce que l'incertitude fait à notre cerveau et du coup sur les effets que ça a pour nous au quotidien
quotidien dans la période dans laquelle nous vivons. Et puis, je vous ai mis un lien vers une émission de France Inter qui doit avoir une bonne année maintenant, mais qui reste d'actualité, et dans laquelle Sébastien Boller, qui est un spécialiste des sciences neurocognitives, explique justement très bien ce que fait l'incertitude et ce que ça produit sur nous, et pourquoi notre cerveau a besoin de certitude, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Donc voilà, si certains d'entre vous avaient envie d'aller plus loin, quand vous téléchargerez le document, vous aurez des liens pour en savoir un peu plus. Deuxième élément, c'est ce que j'ai appelé la distension des relations. La même chose, je vous ai mis une petite vignette qui correspond à une diapo supplémentaire dans le document téléchargement, et puis un lien vers un article, une interview de François Dupuis qui a étudié ce que faisait la distance, notamment suite à la mise en place du télétravail massif, ce qu'avait produit la distance dans les relations entre collègues et entre professionnels. Ce que je vous propose de retenir sur la distension des relations, c'est que, et là pour le coup c'est vraiment très lié à la crise sanitaire, la crise sanitaire a été l'occasion d'un retour sur soi, sur ses proches, d'un réinvestissement du domicile, de la famille, etc., qui est un lieu de grande familiarité, et dans lequel donc on est dans l'entre-soi, sans que j'y mette un quelconque aspect péjoratif, mais c'est-à-dire qu'on est avec des gens avec qui nous avons la même histoire, les mêmes références, souvent les mêmes valeurs, et que le temps où il faut ressortir de cette forme de cocon pour retourner dans le monde extérieur, découvrir de nouvelles choses, se remettre en relation avec des gens qui ont justement des modes de fonctionnement différents de nous, des histoires différentes, des valeurs différentes, etc. Ça demande un effort, et que ça reste d'actualité. Aujourd'hui, nous, on le voit beaucoup. On voit des équipes qui peinent à se remettre ensemble vraiment, parce qu'il y a eu toute cette période-là où finalement, là encore, j'allais dire, notre cerveau s'est habitué à être vraiment dans quelque chose de très confortable, parce que très familier, très similaire, et que nous devons apprendre à refaire avec la différence, et avec les autres. Par ailleurs, sur la distance, je vous fais juste une petite incise. Je crois que je l'ai mis dans la vignette que vous aurez en téléchargement, mais je vous fais une petite incise. La distance est très problématique du point de vue de l'empathie. Alors là encore, on est du côté des sciences neurocognitives, mais il se trouve que les neurones miroirs, qui sont celles qui permettent l'empathie, s'activent très mal à distance. Et que du coup, on a aussi ces phénomènes-là, notamment dans les équipes, dans les communautés de travail, qui est que à distance, il est vraiment beaucoup plus difficile de faire exister l'autre pour lui donner sa place, pour le soutenir, pour l'aider. Et je pense que vous avez tous vécu ces phases de vraiment d'individualisme, de renforcement de l'individualisme à distance. C'est un phénomène tout à fait naturel, et donc il n'est pas à juger, mais en revanche il est à connaître de mon point de vue en tout cas, pour pouvoir aujourd'hui réparer un peu les relations. Le troisième élément, et il est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure sur la crise du World Trade Center, et puis enfin oui, la crise du World Trade Center, et puis la crise financière, c'est, et là pour le coup je reprends son expression et je vous ai mis son livre en référence, ce que Christian Salmon appelle la spirale du discrédit, c'est-à-dire que d'abord le World Trade Center, j'allais dire du point de vue de l'ordre mondial, suite à la chute du mur de Berlin, on avait, nous, là encore nous occidentaux, tous un peu en tête, que les valeurs de l'Occident et le modèle de l'Occident était le modèle qui avait gagné, et que donc toutes les autres civilisations, tous les autres peuples avaient compris et allaient dorénavant se mettre en route pour progressivement nous rejoindre dans notre modèle sociétal, dans notre modèle économique et dans nos valeurs. Le 11 septembre nous oblige tous à voir que ça n'est pas le cas, et que
ce qu'on avait entendu jusqu'à présent, notamment de la part de nos dirigeants politiques, n'est pas du tout ce qui se passe dans d'autres endroits du monde. Donc, c'est un premier coin, si vous me permettez l'expression, dans le crédit que nous apportions à la parole, notamment à la parole politique. Le deuxième coin, et qui a été très fort parce qu'il a vraiment ébranlé beaucoup de vies et mis en difficulté énormément de gens, c'est la crise financière de 2008, où là, c'est même le modèle économique qui nous était proposé, qui est totalement mis à mal en termes de crédibilité, là encore, avec une partie significative de la population qui est obligée de s'interroger du fait de sa situation personnelle et des répercussions sur sa situation personnelle de la crise de 2008, qui est obligée de s'interroger sur est-ce que ce qu'on m'a vendu, enfin voilà, ce qu'on m'a vendu jusqu'à présent semble ne pas tenir la route, ou en tout cas, je ne peux plus y accorder du crédit. Là encore, je vous ai mis d'abord le lien vers le livre de Christian Salmon, et puis une autre émission de France Inter qui parle justement du rôle d'abord de l'Internet social, puis des réseaux sociaux dans la réappropriation par les citoyens d'une compréhension de la société, d'une compréhension à la fois de la politique économique, mais aussi de la géopolitique, etc., qui est permise par Internet puis par les réseaux sociaux, et qui fait que de plus en plus, on considère que il y a d'autres analyses possibles. Je ne vais pas parler d'alternative fact ou de fake news, parce que là on est à l'extrême, mais qu'il y a d'autres analyses possibles et d'autres compréhensions possibles de la situation dans laquelle nous vivons. Ça, de mon point de vue, pour l'instant, ça n'a pas encore trop infusé en entreprise. Pour autant, je pense que les entreprises ont tout intérêt à être assez vigilantes sur le fait que les citoyens se détachent de plus en plus de la parole officielle, et que quand on est en entreprise, il y a le risque qu'à un moment donné, les collaborateurs se détachent de plus en plus de la parole de la direction, et qu'en tout cas, il y a des choses à voir là-dessus. Voilà un peu sur les conséquences, j'allais dire un peu macro. Qu'est-ce que ça veut dire dans le rapport au travail et dans l'évolution des attentes? Première chose, je commence par le socle. On entend vraiment là et énormément depuis le début de l'année un besoin de stabilité, de solidité, de sécurité, et j'allais dire que pour un certain nombre de collaborateurs, de plus important, c'est vraiment un prérequis, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de savoir que ils s'appuient sur des bases solides, y compris en termes de sécurité de l'emploi, de sécurisation de leur niveau de vie, etc., avant de pouvoir imaginer faire d'autres choses, aller plus loin, aller de l'avant, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la modification du rapport au temps. Je l'ai déjà un peu évoqué, mais c'est extrêmement important. Si je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors ce qui compte pour moi, c'est aujourd'hui. Ça a des répercussions que j'évoquerai du coup plus tard dans la réorientation des politiques en lien avec l'expérience collaborateur, mais en tout cas, je vous propose de retenir ça, c'est-à-dire que de plus en plus, ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et une des répercussions, c'est bien sûr la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, là qui surgit de manière extrêmement forte dans les attentes, et qui, en tout cas de mon point de vue, sera pérenne. Ça n'est pas quelque chose de conjoncturel. Tant que ce qui compte, c'est aujourd'hui, alors ça veut dire que je ne sacrifie pas ma vie de famille d'aujourd'hui pour mon éventuel métier ou ma progression de carrière de demain. J'ai besoin aujourd'hui de me retrouver dans des organisations, dans des entreprises qui me permettent de vivre pleinement et ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Troisième point, sur lequel je reviendrai aussi, j'insisterai un peu dans la réorientation des politiques, c'est le besoin de sens, mais de sens au sens concret et au sens le plus tangible possible, c'est-à-dire que il faut non seulement que je puisse
inscrire mon travail dans quelque chose qui fait sens. Hein, ça, pour le coup, les médias s'en sont beaucoup fait l'écho, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais par ailleurs, il faut que je puisse le constater par moi-même et là encore, au quotidien. À nouveau, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire que si le projet de mon entreprise, c'est de rendre la vie meilleure pour ses clients, il faut que moi, chaque jour, lorsque je sors de mon travail, je puisse me dire que ce que j'ai fait et ce que j'ai vécu dans cette journée-là contribue bien et permet bien à ce que mes clients aient une vie meilleure. Si jamais c'est trop éloigné, trop symbolique ou trop décorrélé de mon quotidien de travail, alors ce projet d'entreprise ne fera plus sens et donc je vais avoir un problème de sens par rapport à mon quotidien de travail. Cette mutation du rapport au travail, elle est aussi renforcée, j'allais dire, par la propagation d'un certain nombre de discours. Alors, je vois que à nouveau, je suis trop bavarde. Je vais aller très vite sur ce point-là. Et je vais en prendre juste deux qui me semblent les plus importants. On entend de plus en plus dans les médias sortir des études et circuler des chiffres disant que tous les collaborateurs seraient désengagés ou qu'en tout cas 70% des collaborateurs en France seraient désengagés. C'est un chiffre tout à fait erroné. Donc voilà, pour autant, ça veut dire que chacun d'entre nous, on entend ça et que les jeunes qui s'approchent du marché du travail entendent aussi que dans le milieu du travail, ils rejoindraient des collègues qui sont désengagés. Vous voyez que ça fait des discours très particuliers. Il est important de savoir que ce chiffre est faux. Et je vais dire la même chose sur le tous en burn-out. Alors là, évidemment, je caricature, mais je pense que vous avez vu passer ce chiffre qui circule là depuis maintenant bientôt un an, disant qu'un tiers des collaborateurs seraient en burn-out. Évidemment que non. La pathologie, le burn-out, c'est une pathologie de l'effondrement, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Les collaborateurs, ou en tout cas les gens qui sont en burn-out sont durablement empêchés de travailler. S'il y avait un tiers de la population active française, voire même de la population en emploi en France, qui était aujourd'hui durablement empêchée de travailler, je pense que vous le verriez. Les dernières études sérieuses menées sur ce sujet-là, c'était 1 à 2% des collaborateurs qui étaient en burn-out. Alors, c'est une étude qui a été faite avant la crise sanitaire. Certainement que les chiffres ont augmenté. En revanche, un tiers des collaborateurs en burn-out, c'est vraiment jamais de la vie. Je termine juste ce petit tour d'horizon avec quand même ce qui reste et ce qui n'est pas impacté. Le travail, j'allais dire quasiment d'un point de vue psychanalytique, parce que c'est notamment des recherches en anthropologie psychanalytique qui ont permis de faire émerger ça. Et ça, pour le coup, la conjoncture ou ce qui se passe en ce moment, pour l'instant en tout cas, n'a pas modifié ça. Le travail, ça nous permet à chacun d'entre nous de trouver notre place dans la société, de nous insérer, de nous intégrer à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue économique. Il a donc une importance très forte pour chacun d'entre nous de ce point de vue-là. Et puis, d'un point de vue plus individuel, c'est le travail aujourd'hui que nous investissons pour pouvoir développer nos capacités, pour pouvoir nous accomplir individuellement. Et là encore, ça a peu été modifié, voire pas été modifié, quand bien même nous en sommes à une vingtaine d'années de crise. Et donc, c'est quand même important de garder ça à l'esprit. Les fondamentaux sont encore présents, notamment pour travailler les leviers d'engagement ou les leviers d'attractivité et de fidélisation de vos collaborateurs. Avant pour agir, Camille, est-ce que vous avez des questions auxquelles ou des précisions qu'il faudrait que je fasse? Non, il y a pas forcément de questions. Il y a Véronique qui nous fait une remarque sur le fait que elle partage ton avis que voilà, désengagé non, mais on voit vraiment le monde du travail différemment, autrement. Et donc je pense que c'est une bonne remarque. Là-dessus, je me dis, est-ce que tu fais une différence entre les générations en termes notamment sur les plus jeunes générations? Est-ce que c'est des constats qu'ils partagent également?
Oui, absolument. Alors, effectivement, sur ce point des générations, là, pour le coup, la période que nous vivons est extrêmement intéressante parce que justement, les modifications du rapport au temps, c'était avant, on aurait pu dire que, on peut dire qu'avant, il y avait une différence entre les générations justement dans le rapport au temps. C'est-à-dire que il y a encore quelques générations, quelqu'un qui prenait un travail et qui le faisait consciencieusement, sérieusement et en se comportant correctement, était assuré de conserver ce travail et de rester dans cette entreprise jusqu'à la retraite quasiment. Donc, je pouvais à un instant T vivre des situations désagréables ou ne pas trouver mon compte dans mon travail. Il y avait une contrepartie à long terme qui faisait que ça valait le coup que je reste quand même. Les générations ensuite sont des générations à qui on n'a plus vendu ça. Typiquement, moi, je dois être à peu près la première génération à qui on a expliqué qu'il allait falloir changer plusieurs fois de métier, d'entreprise, etc. Mais il y avait quand même une contrepartie, au moins sur le moyen terme. Cette contrepartie, c'était que, en revanche, on allait développer notre employabilité dans l'exercice de nos métiers et que donc, quand bien même il faudrait changer d'entreprise et de métier, ça ne poserait pas de difficulté majeure parce qu'on aurait des compétences à offrir au marché. Et puis, les très jeunes générations, là, pour le coup, on leur vend plus de contrepartie. On dit, bon, bah, écoutez, vous allez vous débrouiller. Encore une fois, je caricature, hein, pardon, mais quand même, ça a donné ça. Et donc, effectivement, le rapport au temps était très différent. Là, ce que les crises changent, c'est que finalement, pour toutes les générations, le rapport au temps revient quasiment au même, qui est l'immédiat, l'aujourd'hui, l'instantané, parce que je ne peux pas savoir de quoi demain sera fait. Indépendamment de ce qui se passe dans mon entreprise ou de la culture dans laquelle j'ai grandi, il se trouve que il peut surgir une crise ou qu'elle soit économique, sanitaire ou d'un autre ordre, et qui va venir remettre en cause tout, tout ce qui se passe, éventuellement même la pérennité de mon entreprise. Ben, tu le sais, Camille, on a travaillé au début d'année ensemble auprès d'une entreprise qui avait pour le coup enfin qui a pour le coup un projet très enthousiasmant, et on a commencé à écouter les collaborateurs et à entendre ce qui compte pour eux. Et on a vraiment entendu que parmi les choses qui comptaient et qui étaient très importantes pour eux, c'est de savoir que leur entreprise était encore debout à l'issue de la crise sanitaire, qu'ils étaient assurés de toucher un salaire en fin de mois, etc., etc. Donc, on entend aussi en miroir l'inquiétude de l'avenir. Et donc, finalement, quelle que soit la génération maintenant, ce qui compte, c'est aujourd'hui. Et donc, ce qu'on avait vu des jeunes qui étaient un peu, ils veulent tout de suite, logiquement, puisque globalement, c'est quand même ça qu'on leur vendait, en leur disant ne comptez pas sur demain. Maintenant, on va le retrouver, j'allais dire, quasiment auprès de toutes les générations. Super, merci pour cet éclairage. On passe à la deuxième partie? On passe à la deuxième partie. Alors, je vous donne quelques exemples, ou en tout cas, je vous trace un petit panorama en tout cas de la façon dont nous, on travaille avec nos clients pour intégrer ces nouvelles attentes dans leur politique, qu'elles soient RH, managériale, RSE, collaborative, etc. Alors, si vous suivez de temps en temps nos webinaires, vous avez peut-être déjà vu ce cadran, et qui est celui à partir duquel on travaille, nous, pour figurer les 4 dimensions de l'expérience collaborateur, avec 2 dimensions qui concernent plutôt le salarié, c'est-à-dire la relation du collaborateur avec son entreprise en tant qu'employeur, ou en tout cas avec son entreprise, où là, on va aller regarder des choses qui sont de l'ordre de la marque employeur, et puis des trajectoires professionnelles. Là-dedans, on y met notamment tout ce qui est parcours onboarding, parcours candidat, parcours intégration, bien sûr les parcours formation, mobilité, etc. Enfin voilà, toute la vie du salarié dans son entreprise, et bien sûr le parcours offboarding aussi. Et puis de l'autre côté, on y met 2 dimensions qui s'adressent plus aux professionnels
et où là, on positionne à la fois les relations professionnelles, qu'elles soient managériales, qu'elles soient bien sûr avec les collègues au sein de l'équipe, mais aussi entre les différents services, et puis ce qu'on appelle le quotidien de travail, sur lequel je reviendrai, donc je passe un peu vite. Déjà, de ce point de vue-là, j'allais dire un peu macro, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est quelles sont aujourd'hui vos politiques RSE, RH, management, collaboratif, etc. et sur quoi elles ont une incidence. Est-ce que vous couvrez ces 4 dimensions-là par vos politiques? Évidemment que l'expérience collaborateur, en fait, elle est le fruit de deux choses. Vos politiques et la façon dont elles produisent des effets sur le terrain, sur vos collaborateurs. Et puis, sur certains sujets, vous n'avez pas de politique, soit parce que vous jugez que ça n'est pas nécessaire, soit parce que vous n'avez pas encore le temps de le faire. Et auquel cas, l'expérience, là, elle surgit de ce qui se passe au quotidien, indépendamment justement de toute politique. Donc, il y a la combinaison de ces deux choses-là. Du coup, c'est intéressant de regarder sur quelle dimension vous avez posé des politiques, auquel cas, là, d'une certaine façon, vous avez choisi l'expérience que vous voulez faire vivre à vos collaborateurs, et sur quelle dimension vous n'auriez pas posé, fait de choix politiques particuliers, et où du coup l'expérience de vos collaborateurs serait issue du quotidien, de ce qui se passe, sans que vous l'ayez forcément choisi. Donc, je pense que, en tout cas, c'est une bonne idée. On n'utilise pas forcément toujours ce cadran-là ou ce spectre-là quand on fait l'exercice avec nos clients. Parfois, on regarde plutôt ça en termes de fierté, appartenance, engagement, satisfaction. Mais en tout cas, il y a un intérêt, me semble-t-il, à ce que vous regardiez les politiques que vous avez mises en place et est-ce qu'elles adressent ces 4 dimensions de l'expérience collaborateur ou est-ce que certaines ne sont pas couvertes du tout. Si je les reprends une par une, première chose, sur la relation à l'entreprise, les politiques d'entreprise et la marque employeur. Alors, je vous ai mis ce que classiquement, nous, on travaille indépendamment des ajustements à faire là dans la période. Ce qu'on va aller regarder de ce point de vue-là, on est sur des valeurs ou en tout cas des attentes en termes de sincérité, authenticité, cohérence. Enfin, vous voyez bien comment on se positionne là-dessus. Ce qui change par rapport à ce que la crise a comme effet sur les attentes des collaborateurs et ce qu'il est intéressant de changer, c'est de mettre le focus sur, vis-à-vis de votre entreprise, quel impact écologique, social, existentiel. Alors, écologique, tout le monde voit ce que c'est. Social, ce qu'on met là-dedans, c'est l'augmentation des inégalités et du sentiment d'inégalité qu'on perçoit beaucoup dans la société et qui, évidemment, rentre dans les entreprises par l'intermédiaire de vos collaborateurs. Il y a du questionnement sur les inégalités. Et existentiel, alors là, bon, le mot est un peu... bon, en tout cas, je le définis. Existentiel, ça veut dire qu'aujourd'hui, on entend énormément dans les médias à nouveau que le travail a des répercussions extrêmement négatives sur la santé des collaborateurs, sur le bien-être des collaborateurs. Et donc, il est important de, bien sûr en restant sincère et authentique par rapport à ce que vous faites réellement, mais de donner à voir que vos collaborateurs sont dans une entreprise où on ne se met pas, j'allais dire, mentalement en danger quand on vient y travailler. Comment on retravaille ça et comment on réajuste les politiques en termes de marque employeur au sens large et y compris typiquement pour moi les politiques RSE prennent toute leur place là-dedans. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une activité à impact positif. C'est pas toujours possible, mais pour autant, j'ai l'exemple de Renault, par exemple, hein, où des travaux sont engagés qui sont aussi très rassurants pour les collaborateurs parce que ils sont dans une entreprise qui a acté le fait que le modèle actuel et les véhicules qu'ils produisent actuellement n'ont pas un impact positif et que donc ils vont opérer des transformations significatives pour positionner leur entreprise sur la voie d'un impact positif. Ça, évidemment, que pour les collaborateurs, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus rassurant, c'est d'être dans une entreprise où on sait que l'impact de son entreprise devrait au service d'un impact positif.
En complément de ça, ou en compensation, si jamais vous êtes dans une entreprise dont l'impact positif est pas totalement évident tout de suite, un engagement clair en faveur de la RSE et surtout la capacité pour vos collaborateurs de eux-mêmes constater au quotidien, dans leur travail, dans la façon de réaliser leur travail, dans ce qu'ils voient des décisions d'entreprise, etc., de pouvoir constater par eux-mêmes, je reviens à la spirale du discrédit un petit peu, hein, mais il est important que les gens puissent constater par eux-mêmes qu'effectivement, vous agissez bien en faveur de la RSE et d'ailleurs qu'ils peuvent y prendre leur part. Hein. Il y a des façons différentes d'agir et d'avoir un impact. Certaines entreprises choisissent de distribuer des fonds à des fondations, à des associations, etc. Ce qui, pour le coup, est évidemment tout à fait appréciable, mais laisse les collaborateurs à l'écart de ça. Alors que dans d'autres entreprises, les dispositifs mis en place permettent par ailleurs aux collaborateurs eux-mêmes d'agir en faveur d'un impact positif qui, évidemment, produit des effets bien meilleurs du point de vue des collaborateurs sur ces sujets-là. Ce qu'il faut évidemment éviter, mais ça, je vais passer très vite puisque je suis sûre que je ne vous apprends rien, c'est d'avoir une réalité quotidienne qui serait totalement déconnectée de votre discours RSE et d'avoir vis-à-vis de l'extérieur, donc plutôt sur des sujets d'attractivité, des discours et des pratiques marketing RH qui seraient totalement à l'opposé de ce que vivent vos collaborateurs, ou en tout cas très déconnectés encore de ce que vivent vos collaborateurs, puisque bien évidemment, vos collaborateurs voient aussi comment vous communiquez à l'extérieur. Et donc là, par rapport notamment à ce que j'ai appelé les enjeux de cohérence, vous allez créer un problème. Vous allez certainement être attractif, mais vous allez forcément créer un problème en interne vis-à-vis de vos collaborateurs qui vont voir la dissonance entre vos discours vers l'extérieur et vos pratiques à l'intérieur. Mais je passe vite parce que ça, je pense que c'est maintenant des choses qui sont très connues et très intégrées. Du côté des trajectoires professionnelles, là, on est, j'allais dire, dans la dimension de l'expérience collaborateur qui ressemble plus à ce qu'on fait, par exemple, en termes d'expérience client, c'est-à-dire que il y a un besoin de simplicité, de facilité, aussi de conseils. Et puis, comme on est quand même sur des sujets RH, évidemment de transparence et d'équité. Je le fais assez vite, mais là, globalement, la façon dont on travaille ça, en tout cas nous avec nos clients, c'est de regarder ce qu'on peut ajouter, soit dans les modalités de travail. Alors là, on va évidemment parler de télétravail, travail hybride, modification des rythmes sur une semaine, etc., etc. Donc, quel mode de travail ou quel service permettent à vos collaborateurs permettent de faciliter la vie quotidienne de vos collaborateurs. Ça, c'est une première chose. Je vous rappelle, en tout cas, c'est notre conviction que ce qui compte, c'est le aujourd'hui et c'est l'immédiat. Donc là, ça permet ça. Et puis quand même, on a dit qu'il y avait un besoin d'être rassuré et d'avoir un socle de sécurité. Donc réfléchir vos parcours et évidemment vos parcours de formation, développement professionnel, développement des compétences, mobilité interne, etc., etc., qui permettent à vos collaborateurs de se dire et de se rassurer sur le fait qu'ils sont dans une entreprise dans laquelle le moyen et le long terme sont aussi possibles. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce que j'ai appelé le self-care déshumanisé, c'est-à-dire mettre à disposition de vos collaborateurs des applications, des plateformes, etc., et de considérer qu'ils vont en faire leur affaire sans pouvoir parler à quelqu'un, demander un conseil, passer une tête dans le bureau du RH local pour être aidé ou être conseillé, etc. Ça, vraiment, aujourd'hui, ça ne marche plus. Et là encore, on est exactement en miroir de ce qui se passe du côté de l'expérience client. Hein. Il y a eu du tout self-care et puis toutes les entreprises sont en train de se rendre compte qu'il faut réinjecter de l'humain absolument. C'est la même chose pour les collaborateurs. Et puis, ce que j'ai appelé les injonctions à toujours plus, ça, alors, ça se produit de moins en moins dans les entreprises parce que tout le monde constate que les gens sont fatigués, etc. Mais là, on est typiquement dans une période où il est important
d'acter et de tenir compte du fait que vous avez des collaborateurs qui sont fatigués, des collaborateurs qui ont vécu des périodes extrêmement éprouvantes, soit sur le plan de leur santé, soit parce qu'ils ont connu des deuils, et que donc il peut y avoir des temps, des moments où les collaborateurs vont se concentrer sur leur cœur de métier, s'attacher à bien faire leur métier, mais qu'en revanche, réfléchir à ce qu'ils veulent faire dans 2 ans, commencer à développer des compétences, partir dans tel sens, développer un projet individuel, etc. C'est pas le moment pour eux. Et donc, ça, c'est bien de l'entendre et de permettre aux collaborateurs d'ajuster, j'allais dire, leur présence à l'entreprise en fonction de leur état de santé, de leur état psychique, etc. Dernier point concerne quotidien de travail et relations professionnelles que j'ai mis dans une même présentation parce que globalement, c'est en tout cas le rapport au professionnel et c'est intéressant de le regarder d'un seul bloc, même si les démarches à mettre en œuvre sont évidemment pas les mêmes selon les 2 dimensions, mais sur le plan de l'esprit et de la façon d'orienter ça, on peut le traiter de la même façon. Je passe vite sur les mots-clés, là encore, ou les enjeux, là encore, vous les aurez dans la présentation, donc si vous avez des questions, on pourra évidemment y revenir. Pour nous, l'enjeu sur ces 2 dimensions, c'est de les investir en fait. Globalement, ces 2 dimensions-là sont celles qui sont le moins souvent investies par les politiques, qu'elles soient RH, managériales, collaboratives, etc. Autant les sujets de marque employeur et de trajectoire professionnelle sont maintenant bien compris et souvent vraiment travaillés de manière très significative par les entreprises, autant ces 2 dimensions-là, mais aussi parce qu'elles sont plus difficiles à travailler, parce que là, il faut embarquer tout le monde, hein, une fonction RH ou une fonction d'innovation sociale toute seule ne peut pas agir complètement sur ces 2 champs-là. Il y a besoin d'embarquer avec soi, évidemment, la ligne managériale, mais aussi les collaborateurs. Donc, c'est vrai que ça fait des chantiers qui doivent être travaillés un peu différemment et qui méritent, enfin voilà, qui nécessitent un peu plus d'investissement, en tout cas dans le démarrage et dans le fait d'embarquer tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'elles sont un peu plus difficiles à mener. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, à partir du moment où les attentes sont du très immédiat, du très quotidien, ou en tout cas de l'aujourd'hui, il nous semble, nous, extrêmement important d'investir ces dimensions-là et de les travailler. Avec peut-être une question à vous poser, qui est donc celle que je vous propose là en haut de la diapo, c'est est-ce que le quotidien de travail de mes collaborateurs leur permet de satisfaire leurs besoins de sens, leurs besoins d'appartenance et leurs besoins de fierté? Et pour faire ça, vraiment, en tout cas, c'est la façon dont nous, on travaille, il y a un vrai intérêt à se recentrer sur ce qui est proche, ce qui est concret, ce qui est quotidien, en permettant à vos collaborateurs de passer à l'action, vraiment d'être impliqués et d'être associés à tout ce qui peut être fait sur leur quotidien de travail, justement pour trouver le sens dans leur travail au quotidien, pour ressentir de la fierté grâce à ce qu'ils font au quotidien et à la qualité du travail qu'ils font. Donc, il y a vraiment ce sujet-là, mettre vos collaborateurs en action, favoriser absolument les collectifs, d'abord pour les réparer, je vous ai parlé de la distension des relations, et puis ensuite parce que c'est dans ces collectifs-là que vont pouvoir se remettre en place toutes les dynamiques de soutien, d'entraide, de solidarité et aussi de développement professionnel, hein, puisque vous le savez, le développement professionnel se fait très massivement justement dans le travail entre pairs. Et puis, ce que j'ai appelé redonner sa noblesse au cœur de métier et leur juste place aux actions du quotidien, en fait, justement, peut-être par rapport à ce que j'évoquais sur les politiques d'entreprise, c'est-à-dire que comme beaucoup d'entreprises ont beaucoup investi les dimensions à la fois marque employeur et trajectoire professionnelle, il arrive que dans certaines entreprises, la capacité pour un collaborateur à se projeter dans l'avenir ou à faire d'autres choses que son cœur de métier soit finalement plus valorisée
que le bon professionnel qui fait bien son travail au quotidien, qui est vraiment extrêmement précieux pour créer de la valeur, mais qui pour le coup est vraiment centré sur ce qu'il a à faire, son cœur de métier, son quotidien, qui peut parfois passer un peu à la trappe, passer un peu sous les radars, et du coup faire que les collaborateurs, certains collaborateurs ne se sentent pas reconnus parce que justement ils sont eux à plein sur leur cœur de métier, sur leur quotidien, sans forcément travailler sur ce qu'on va appeler des projets transverses ou même la préparation, le développement de leurs compétences, etc., etc. Donc vraiment redire que ce qui compte en termes de création de valeur, c'est d'abord et avant tout le fait que vos collaborateurs fassent leur cœur de métier, c'est-à-dire soient utiles, produisent de la valeur pour l'entreprise et par ailleurs fassent bien leur métier. Juste une dernière petite diapo pour vous dire, et vous l'avez en téléchargement, qu'on a, nous, identifié 7 démarches, ou en tout cas qu'on a raconté 7 démarches qui visent des sujets un peu différents, mais qui sont vraiment justement centrés sur ces sujets du très concret, du très quotidien, du proche, du cœur de métier, etc. Voilà, on a sorti un livre blanc il y a quelques mois maintenant pour donner 7 exemples de démarches qui peuvent être faites avec, pour certaines, enfin, chaque fois un objectif un peu différent, mais qui peuvent vous inspirer aussi. Donc, vous l'avez en téléchargement. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont, alors là, pour le coup, du vrai pur quotidien de travail, sur la charge de travail, sur l'efficacité du travail, sur le travail bien fait. D'autres qui s'intéressent à des choses un peu plus symboliques, mais qui s'appuient aussi sur le quotidien de travail. Je pense à la démarche sur l'exemplarité ou sur la fierté. Voilà, je vois que j'ai un petit peu dépassé. Du coup, je m'arrête là pour qu'on garde un temps de questions. Et puis, si jamais certains d'entre vous voulez qu'on rentre un peu dans le détail de certaines de ces démarches, je le ferai bien volontiers. Merci beaucoup Noémie pour cette présentation. C'est vrai que c'était très intéressant. Donc il y a Fanny qui te remercie aussi pour la qualité de ce webinaire. Et Merci Véronique qui également te fait des commentaires sur le fait qu'en effet c'est primordial d'avoir un N+1 à qui se confier sur ses soucis et aussi pour monter sur des nouveaux projets. Parce qu'évidemment, avec la conjoncture actuelle, les crises que tu évoquais, c'est pas toujours évident. Donc c'est important cette dernière partie du cadran en fait de ne pas l'oublier dans les politiques RH des entreprises. Je crois pas avoir vu d'autres questions. Après, moi j'ai évidemment d'autres petites remarques à faire sur cette dernière partie, notamment dans les 7 démarches que tu évoquais, lesquelles permettent d'améliorer le sens du travail. Je trouve que c'est des notions qui reviennent énormément de nos jours et donc par quelle boule prendre en fait. Alors oui, tu as raison, c'est vrai qu'on en parle énormément du sens de travail et on sent bien que c'est quand même pas un truc fastoche pour s'en emparer et faire quelque chose qui produise vraiment des résultats, des effets tangibles du point de vue des collaborateurs, parce qu'effectivement, et pour le coup, quand on parle d'expérience collaborateur, ce que ça veut dire avant toute autre chose, c'est déjà de se placer du point de vue du collaborateur pour voir ce qui marche ou pas. Et donc, effectivement, comment on fait quand on est dans une entreprise pour faire en sorte que, du point de vue du collaborateur, ce qu'il fait fasse sens. Je dirais que, il y a 2 choses. Vous avez des collaborateurs, je vais dire, de terrain, en tout cas ceux qui sont au contact de vos clients ou de vos bénéficiaires, qu'ils soient clients, patients, peu importe, mais enfin voilà, ceux qui, à un moment donné, vont délivrer soit le produit, soit le service et qui vont pouvoir constater immédiatement l'utilité et donc le sens de ce qu'ils font. Pour ces populations-là, le sens en tant que tel, l'utilité ne fait pas problème le plus souvent. En revanche, ce qui peut faire problème, c'est leur capacité justement à délivrer ce produit ou ce service. Et donc, ce qui le plus souvent est à regarder, c'est d'aller regarder ce qui va
empêcher, entraver, polluer le travail et qui va faire qu'au final, un collaborateur, alors je vais prendre les métiers du soin, un exemple comme ça, mais je pense que chacun d'entre nous est capable de faire le lien avec ce qu'il voit dans ces entreprises. Dans les métiers du soin, un cadre de santé, par exemple, qui va passer 80% de sa journée à remplir des tableurs Excel ou à codifier des actes de soins, va considérer que ça le détourne de son métier et donc va perdre le sens de son travail. Alors que s'il pouvait être pleinement à ce qu'il considère comme étant son cœur de métier, là, pour le coup, la question du sens du travail ne se poserait pas pour lui. Donc, je dirais que on va dire les populations de terrain, vous voyez ce que je veux dire. Pour les populations de terrain, c'est pas tant le sens du travail, parce que eux, ils le constatent au quotidien dans leur travail, que la capacité à consacrer la plus grande partie de leur activité quotidienne à bien produire les biens qu'ils ont à produire ou à bien délivrer les services qu'ils ont à délivrer et non pas à être détournés de ce cœur de métier par des activités périphériques qui leur prendraient du temps au détriment justement de leur cœur de métier et de leur utilité. Ça, c'est pour les populations de terrain. Pour les fonctions support, transverses, internes, enfin voilà, elles ont beaucoup de noms. Là, pour le coup, ces équipes-là n'ont pas de lien direct et ne peuvent pas constater au quotidien ce à quoi elles contribuent. Parce que, après tout, être comptable ou gestionnaire paye ou chargé de projet juridique dans une entreprise, c'est le même métier entre guillemets, hein, encore une fois, je vais vite, qu'on soit dans une entreprise ou dans une autre. Et donc là, ce qui compte, nous, enfin, tu le sais Camille, mais je vais peut-être mettre le nom de cette personne-là dans le chat au cas où. Il s'appelle Jean Houssaye. On a, pour travailler ces sujets-là, détourné un triangle fait par un monsieur qui s'appelle Jean Houssaye, que lui a bâti et théorisé dans le champ de l'éducation, que nous avons repris pour les fonctions support parce qu'il marche super bien et qui permet justement d'aider les fonctions support à vraiment focaliser leur travail et à entendre que le sens de leur travail, c'est de permettre aux opérationnels de délivrer le service ou de produire le bien pour les clients, usagers, patients, etc. Et là, il y a un vrai travail à faire parce que vraiment dans les fonctions support, si ce sujet-là n'est pas managé, pour le coup, on voit, mais alors vraiment extrêmement souvent, des fonctions support qui perdent le sens de leur travail et qui finalement se réfugient dans une maîtrise très sophistiquée et très expertes de leur discipline, sans inscrire ça au service de leur entreprise, de leurs opérationnels. Et voilà. Tu as peut-être d'autres questions, du coup, je vais peut-être faire court là-dessus. Si jamais je suis pas super claire, bien sûr, n'hésitez pas dans le chat à me demander de préciser un peu ou de clarifier un peu. Non, j'ai évidemment plein d'autres questions, mais pas dans le chat. Après, voilà, il y a ce webinaire, hein, il touche à d'autres sujets, hein, des sujets sur la fierté, sur ce que le travail hybride, il change en fait dans ses orientations. Donc, on pourra évidemment revenir sur ces points-là. Il y a beaucoup d'éléments dans le livre blanc que tu as écrit, qui est vraiment passionnant, qui est illustrant. Donc, voilà, j'invite vraiment tout le monde à y jeter un œil. Et je pense qu'on peut conclure sur les différents webinaires que tu as fait par le passé pour tous ceux qui ont été intéressés aujourd'hui. Je les invite vivement à nous retrouver sur la chaîne Webikeo, donc Acemis, et de retrouver les quelques webinaires qu'a fait Noémie sur la plateforme, donc expérience collaborateur, quelle action pour quel résultat. Le webinaire sur manager les managers de proximité, également sur une spéciale Covid qu'on a fait il y a déjà 2 ans,
et aussi un webinaire sur le télétravail. Voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, comment en fait on fait opérationnellement. Et puis après, il y avait également des webinaires avec nos partenaires Bicast sur le télétravail en mode hybride. Il y a également des podcasts qui sont en écoute sur toutes les plateformes d'écoute, qui durent une petite demi-heure et qui sont très éclairants sur des concepts. Donc, il y a un premier podcast d'introduction sur l'expérience salariée, et puis après, on les a fait sur des thématiques bien particulières. Et puis, ce livre blanc. Donc, beaucoup de matière à découvrir sur les sujets de l'expérience collaborateur. Et donc, Marc dit merci pour le lien sur le triangle pédagogique et pour la qualité du webinaire. Bonne journée. Merci beaucoup. Depuis la Suisse. Et bonne journée depuis Paris, Marc. Et puis, merci pour votre participation et à très bientôt. Et déjà, un bel été à tous. Merci beaucoup à tous. Bonne continuation. Et puis au plaisir de vous retrouver certainement à la rentrée. Très bon été. À bientôt. Au revoir.